Tranche de vie, une émission proposée par JF. Chers amis de Tranche de vie, dans une belle maison ancienne au fond du Périgord, dans les bois, Jean, un retraité, a accepté de nous recevoir et de nous parler de sa vie passionnante qui l'a amené dans différents pays et de ce qu'il y a fait et de ce qu'il y a vécu. Jean, bonjour et merci de parler à nos auditeurs. Oui, c'est une vieille histoire parce que c'est une famille coloniale. Là, vous êtes en plein dans la colonie et dans l'Indochine française. Vous savez, la France avait été sur 5 continents à l'époque. Elle s'est bien rétrécie depuis. Et chez nous, on est depuis 5 générations, on a fait l'Indochine depuis la conquête, où j'ai des courriers d'un arrière-grand-père sur une canonnière à Ninh Binh, dans le delta du sud, dans le delta de la Cochinchine. Puis j'ai un grand-père qui a fait la guerre contre les pavillons noirs, et qui fait donc, c'était toujours la conquête. Et j'ai un grand-oncle qui était un numismate qui est mort en 1903 de la dysenterie amibienne à Hanoï. Et tous ces gens-là, ils ont beaucoup travaillé pour la France parce que les fonctionnaires fonctionnent quand même, et parce que j'ai eu mon père ensuite qui a été directeur de l'école vétérinaire à Hanoï, qui est arrivé à Hanoï en 1920 jusqu'en 1947, jusqu'à la fin de la guerre. Et puis ensuite, il y a eu ma génération à moi, où moi je suis né à Hanoï en 1933. Et puis j'ai mon fils qui vient d'y passer 7 ans. Donc voyez-vous, ça fait 5 générations de Tonkinois exilés en Dordogne. Donc la fibre indochinoise n'est pas tarie, elle se poursuit. Ah oui, tout à fait. Et la Dordogne reste quand même le point d'ancrage principal. Tout à fait. Mon père a retrouvé le Haut-Tonkin en 1924. Il a circulé beaucoup en Dordogne. Il n'a eu qu'une envie, parce qu'il n'était pas du tout périgourdin, il était breton. Il n'a eu qu'une envie de finir ses jours dans les bois ici, parce que ça lui rappelait sa frontière de Chine et son Haut-Tonkin. Vous voyez, il y a des points communs entre la Dordogne et le Haut-Tonkin. Donc, si je comprends bien, vous êtes là dans une maison familiale que vous avez héritée de votre papa. Tout à fait. Depuis 1958, on est à l'Estole. Oui. Alors, Jean, racontez-nous, vous êtes né à Hanoï. Vous y avez passé un certain nombre d'années. Quels sont vos souvenirs ? Alors, je suis né en 1933. Aujourd'hui, on est le 22 janvier, j'ai 83 ans. Et j'ai d'excellents souvenirs. Je suis retourné depuis. Et je suis même en train d'écrire sur des souvenirs d'Hanoï assez peu, parce que j'étais jeune, mais j'ai surtout des souvenirs de Dalat et des souvenirs du Cambodge, où mon père était affecté en fin de carrière. Dalat, c'était les hauts plateaux du Lang Biang, c'est-à-dire c'était une région à 1500, à peu près un peu plus de 1000 mètres d'altitude, que le docteur Yersin, Institut Pasteur de Niatran, avait créé à l'époque pour soigner les soldats, parce qu'ils étaient souvent malades, et surtout éviter qu'ils reviennent trop souvent se faire soigner en France. Ils préféraient les conserver sur l'Indochine. Donc ils avaient ouvert beaucoup de stations comme ça, Dalat, Chapa, enfin entre autres, où les Français séjournaient pour reprendre un peu de couleur, parce que le climat n'est pas toujours très facile. Et ma foi, j'ai de bons souvenirs.
d'une ville très agréable. Et puis nous avons alors de moins bons souvenirs parce qu'en 1945, les Japonais se sont précipités sur l'Indochine, qui était plus ou moins occupée par les Japonais, mais de façon très souple, parce que c'était finalement l'époque de Vichy, et Vichy et le maréchal Pétain et les Japonais avaient des points communs, avaient des relations, de bonnes relations. Donc la vie de la guerre était assez facile. Mais à partir du 9 mars 1945, là, ça a été beaucoup plus difficile et on a été regroupés dans un camp de regroupement qui a été très court, un séjour très court, parce qu'autrement, je ne sais pas si nous serions là. Malgré tout, on avait quand même une occupation japonaise qui n'était pas tendre. Et surtout, on a été sauvés par Hiroshima-Nagasaki en octobre 1945, donc on n'est resté que quelques mois en camp de concentration. Alors, ces épisodes-là, vous en avez un souvenir vif. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs qui sont vraiment des souvenirs d'enfance ? Dans un coin de votre bureau, tout à l'heure, j'ai admiré une photographie ancienne où l'on voit une belle personne du Tonkin avec son turban noir qui, m'avez-vous dit, a été votre nourrice. Oui. Est-ce que ce sont des souvenirs de ce genre que vous avez de votre petite enfance ? Oui, des souvenirs très tendres, parce que la femme anamite est une femme très, très tendre, très, très présente, et moi j'ai des souvenirs, c'était pour moi souvent une deuxième mère, et on était peut-être parfois même plus souvent parmi ces gens-là que dans notre milieu, parce que le milieu français était un milieu qui sortait beaucoup, donc ces femmes anamites s'occupaient énormément de nous, et nous avons gardé évidemment de ces gens-là un souvenir très tendre, très affectueux vis-à-vis de ces femmes anamites, et voilà. L'épisode indochinois se termine en 1947. Vous rentrez en France, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Quelle orientation allez-vous prendre ? Oui, alors là, le retour en France est très intéressant parce que quand on est revenu sur un bateau hôpital anglais qui s'appelait le Jérusalem. Et ce bateau hôpital, évidemment, il avait pavillon anglais, et quand on est arrivé au canal de Suez, en Djibouti, ces coins-là, ils ont été très mal reçus par les Égyptiens. Ils étaient en conflit à cause de la Palestine, donc on a été reçus à coups de bouteilles Molotov. Ça, le premier accueil en Europe, on s'est dit, c'est bizarre, et on arrive à Aden avec la statue de Ferdinand de Lesseps complètement démolie, détruite, abattue, etc. Oh, on s'est dit, la France, c'est bizarre, l'Europe est bizarre. Évidemment, on est arrivé sur Toulon très mal reçu parce que c'était les débuts de la guerre d'Indochine, 46-47. Donc les communistes menaient campagne contre les bateaux qui revenaient d'Indochine. Donc on peut dire qu'on a été reçu d'une très drôle de manière à Marseille. On s'est dit, quand après on avait donc plus de contact avec la France depuis 10 ans presque, puisque la guerre nous avait bloqués dans ce pays, au fond, tout à fait perdu et très oublié par les Français. Alors là, on s'est dit, c'est bizarre. L'Europe, ses premiers contacts étaient assez brutaux. Et là, malgré tout, malgré que vous ayez été reçus un peu comme des chiens dans un jeu de quilles, comme on dit, vous allez entamer votre éducation, vous continuez votre éducation en France. Alors, donc il a fallu rattraper la scolarité, parce que les scolarités étaient un peu décousues, la guerre, etc. Donc on a été dans une école, un lycée français, et je me rappelle, nous avions, en 47, on avait encore des chaussures avec des semelles en caoutchouc et en peau de serpent, et je pense que les enfants français nous regardaient avec des yeux très étonnés, ils voyaient pour la première
première fois des chaussures en peau de serpent. Et je me rappelle qu'il nous disait, mais vous viviez comment? Vous viviez dans des cabanes, dans des cases, qu'est-ce que vous mangez, etc. Parce que je pense qu'il y a une méconnaissance. On était un continent français, c'était l'Indochine française, mais il y avait une méconnaissance totale de ce que pouvaient être ces pays pour le reste des Français. Où est-ce que vous avez poursuivi vos études à ce moment-là? Alors, on a été au lycée de Bordeaux, au lycée Montesquieu à Bordeaux, et puis ensuite, mon frère a fait la faculté à Bordeaux, et puis moi, je suis parti, j'ai fait mon régiment, je suis parti très vite, et j'ai été bloqué par la guerre en Algérie et au Maroc pendant presque 36 mois. Donc j'ai fait très peu de scolarité en France, relativement jusqu'au bac. Donc tout ça nous amène en 1962 à peu près. Et là, quel va être votre changement d'orientation? Oui, c'est très compliqué. Là, j'ai pris une... Je voulais l'éducation nationale, l'enseignement. Bon, j'avais pas les diplômes, mais je pouvais rentrer comme à l'éducation surveillée, c'est-à-dire c'était un peu l'éducation nationale, mais pour les prisons. Et c'était très spécial. Alors, ça avait été créé en 1900, après la guerre, pour faire un régime, un quartier spécial dans les prisons, mais qui dépendait pas de la pénitentiaire. Et je suis resté donc pendant 5 ans en prison de Fresnes à faire de l'observation dans un quartier de mineurs, sur des mineurs qui étaient en instruction. Pendant 5 ans, j'ai vécu là, à Paris, à Fresnes. Donc, alors ça, c'est quand même une expérience hors du commun. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous estimez que vraiment ça a été quelque chose de formateur pour vous? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Ça m'a permis d'abord de vivre dans une cellule pendant 5 ans, en première division. Donc, c'est pas donné à tout le monde de vivre dans la prison de Fresnes, comme ça, dans une cellule. Ça m'a énormément apporté. J'ai découvert l'univers pénitentiaire, qui n'est pas tendre, contrairement à ce qu'on dit. Ça n'est pas un hôtel 5 étoiles. Tous ces préjugés-là, je suis vraiment revenu là-dessus. J'ai compris que c'était très dur, la prison, surtout pour des mineurs, des jeunes de 15 ans. Et à ce moment-là, la majorité était à 18 ans, donc ils restaient là jusqu'à 18 ans. Et après, ils passaient en quartier, ils partaient chez les majeurs, dans d'autres prisons ou en centrale, suivant évidemment la décision du juge. Après cet épisode remarquable, l'appel du large, à nouveau? Ah oui, alors là, l'appel du large, ça a été une circonstance assez curieuse, une rencontre, parce que c'est toujours des rencontres, une rencontre avec un prêtre connu qui s'appelle le Père Jaouane, qui a créé le Bel Espoir, qui était aumônier aux prisons de Fresnes, avec lequel je sympathisais beaucoup, et puis avec l'abbé Le Gouid de la CIMAD, enfin des gens qui étaient très engagés. C'était la guerre d'Algérie, donc nous on a connu les Félagas, on a connu les Algériens arrivés là comme droit commun, comme détenus de droit commun, puis ensuite on les a connus comme détenus politiques. Et ensuite, on a vu même les généraux de l'OAS succéder, prendre les cellules des Algériens. Enfin, il y a eu beaucoup de mouvements dans les prisons à ce moment-là. Une époque tourmentée. Oui. Tout à fait. Et je suis resté. Donc, j'ai fait l'alphabétisation un petit peu en dehors de mon travail chez ces gens-là. J'ai découvert des Algériens. Je connaissais pas du tout la nationalité algérienne. Je la connaissais pas. J'ai découvert des gens très intéressants. J'ai découvert des gens très engagés dans leur projet de faire une Algérie, et je suis parti en Algérie, et là j'ai trouvé un travail dans l'Est constantinois où je suis resté 7 ans,
Et là, j'ai travaillé depuis un secteur énorme qui était depuis Assimé Saoud jusqu'à Naba, jusqu'au nord. Et je me suis beaucoup plu, j'ai découvert beaucoup de choses et ça m'a beaucoup apporté, effectivement. Et j'étais à Constantine, qui est une ville assez difficile, mais que j'ai beaucoup aimée. Mais alors à ce moment-là, vous travailliez toujours dans le secteur de l'enseignement, vous aviez repris une autre orientation. Oui, tout à fait. J'avais été donc enseignant un petit peu, et puis une année scolaire. Et puis le laboratoire Roussel UCLAF m'a proposé une situation intéressante dans l'Est constantinois. Et puis j'avais envie de bouger, et c'était une situation où on bougeait énormément. C'est pas du tout sédentaire. Donc j'ai fait beaucoup de routes et beaucoup de postes depuis le sud jusqu'au nord, sur la Méditerranée. Et là, j'ai découvert l'Algérie, l'Est algérien. Parce que l'Algérie, c'est 3 morceaux qui sont très différents. Vous avez l'Oranais, vous avez l'Algérois, puis vous avez le Constantinois, qui sont trois régions totalement différentes. La vie d'un représentant médical en Algérie, tout de suite après l'indépendance. Comment était-ce ? Ah, c'était très intéressant parce que après l'indépendance, comme je l'expliquais, je l'ai dit souvent, on écoutait encore, les Algériens adoraient Enrico Macias et on avait de Enrico Macias plein les oreilles et à longueur de journée dans les cafés. Mais c'était un pays à ce moment-là qui pouvait s'ouvrir sur beaucoup de choses, et ce n'est qu'après qu'il s'est fermé. On parlait encore bien le français. Enfin, c'est un pays qui s'est beaucoup transformé au fil des années par la suite, surtout après la période de Boumedienne. Mais contrairement à ce qu'on pense, les premières périodes étaient des périodes très agréables à vivre, et puis elles se sont beaucoup gâtées en 70, 72. Et par la suite, elles ont la révolution en 90. Donc les relations avec les Algériens, malgré les terribles traumatismes de la guerre, étaient bonnes et vous en conservez un bon souvenir. Oui, la guerre était un sujet qu'on n'abordait pas parce que, comme je le disais souvent, dans chaque famille algérienne, il y avait un mort ou un torturé, donc c'était pas un sujet qu'on abordait. Mais enfin, ils étaient très ouverts, très tolérants quand même. Ils disaient bon, c'est fini, c'est fini. Je pense qu'ils ont même peut-être ils ont jamais manifesté vis-à-vis des Français à l'époque, ils n'ont jamais manifesté de sentiments désagréables. Au contraire, il y avait même parfois le regret que nous soyons partis, je pense. Souvent, ils nous le disaient, ils disaient « Oh, c'est dommage, vous êtes partis trop vite. » Donc, encore une expérience positive, et puis, à nouveau, un changement de cap. Oui, alors je suis revenu après. Alors après, j'ai fait l'Afrique pendant 3 ans. Alors là aussi, dans le médicament, mais là, je trouvais ça très difficile parce que j'avais un secteur énorme qui était de la Mauritanie jusqu'au Bénin. Donc j'ai trouvé ça très pénible. Et puis j'avais 10 ans de départ. La France me manquait. Donc j'avais ma maison en Dordogne. Donc je suis revenu en Dordogne. Je me suis marié avec une Britannique. Et en Dordogne, il a fallu trouver du travail. Et c'était pas facile, comme ça l'est encore actuellement. Et j'avais une petite propriété de 8 hectares. Et à ce moment-là, on proposait à des gens comme moi qui avaient une propriété avec un numéro de propriété agricole, on nous proposait une formation de 2 ans dans le vin. Alors ça m'intéressait, je dis pourquoi pas, et je suis parti donc faire une formation à Béziers, une formation de 2 ans, et je suis sorti caviste et maître de chai. Alors vous voyez, c'est une carrière qui est assez compliquée, et qui est mouvementée, et qui a beaucoup changé au fil des années. Et donc, j'ai travaillé pour les caves coopératives agricoles, et j'ai eu une affectation sur Bergerac, sur la cave coopérative de Bergerac.
Et là, je me suis dit, je suis chez moi, j'ai la maison ici, parce que avant j'avais travaillé sur des caves coopératives à Bourbon-Lancy, et dans des coins très éloignés de la Dordogne. Et puis là, alors à Bergerac, je me suis dit, là, je suis là jusqu'à la retraite maintenant. Manque de peau, ils ont fait de mauvaises affaires. Alors je me suis trouvé évidemment au chômage, et j'ai créé mon entreprise. Et du coup, j'ai fini comme négociant en vin, et j'ai vendu le vin de Bergerac à travers Paris et à travers la Bretagne. Ça a été la fin de votre carrière, voilà. Donc a été dans le vin, à partir de cette formation, et à partir de votre retour en France, où vous êtes revenu en fait dans la maison que vous habitez toujours. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Mon père est mort là. Je suis devenu périgourdin, bien que d'origine bretonne. Comme je dis, c'est la diaspora bretonne. Et je suis là jusqu'à la fin de mes jours, j'espère. Et je m'en trouve très bien. Et mon père est mort là. Il n'avait qu'une envie, c'était de mourir dans son lit en Dordogne. Donc, je fais comme mon père. Quand vous vous retournez maintenant sur votre vie passée, qu'est-ce que vous en retirez et surtout la question que je voulais vous poser, à quoi est-ce que vous attribuez cette faculté que vous avez eue comme ça de passer d'un métier à l'autre, de rebondir et puis de prendre des orientations aussi différentes que celles que vous avez évoquées? Alors, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est qu'ils partent. C'est-à-dire qu'ils voient du pays, qu'ils voient autre chose que la France. Et ça m'a énormément apporté d'avoir une expérience asiatique, puis une expérience algérienne, une expérience d'Afrique du Nord, puis une expérience africaine. Et ça, je conseille aux gens de partir, et je pense que c'est comme ça qu'on se fait une vie intéressante, agréable, c'est en se frottant aux autres et surtout à d'autres genres de mœurs différentes. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on apprend aussi une vertu essentielle qui est la tolérance? Alors tout à fait, on apprend l'ouverture, on apprend à se toucher, parce qu'en Afrique du Nord, on se touche beaucoup. Et on se touche et on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses qui passent à ce moment-là entre les gens. Et malheureusement, c'est souvent l'inverse qu'on voit actuellement. On voit que les gens ne se touchent plus. Et je pense que l'Algérien, l'Arabe a cette façon de se toucher. Je trouve ça très important parce qu'il passe plein de choses à ce moment-là. Jean, je voudrais maintenant vous demander d'évoquer pour nos auditeurs. Vous êtes là, vous êtes retraité, vous êtes au crépuscule de votre vie. À côté de ces souvenirs avec lesquels vous vivez, quelles sont vos autres passions? Est-ce que vous avez eu d'autres passions que vous avez exercées comme ça au fil des années, au cours de votre vie vagabonde? L'écriture, la peinture Ah oui, la lecture. Et on revient toujours à ces mêmes lectures. Moi, je fais un petit peu, j'écris des mémoires. C'est très prétentieux parce qu'on dit qu'on fait les mémoires quand on n'a plus rien à dire. Mais j'écris mes mémoires parce que ça me permet de revenir en arrière, de me retrouver avec mes parents, avec mon père, avec ma mère. C'est très important, c'est une chose qui pourrait être essentielle pour moi. Et ensuite, je crois que les souvenirs, revenir en arrière, c'est très important. Mais alors, malheureusement, on ne parle pas assez avec ses parents, et j'ai pas assez parlé avec mon père. Et maintenant, je cherche des gens qui pourraient me rappeler la période coloniale. Malheureusement, j'ai trouvé des livres avec un monsieur qui avait écrit et qui était mon voisin à Dalat, donc à une période de ma vie en Annam. Et ce monsieur, j'ai dit, mais il faut absolument que je le rencontre. Il est à Paris, il a vécu à Dalat comme moi. Il a fait un livre où on se retrouvait presque dans la même rue. Malheureusement, j'ai téléphoné à Paris. J'ai pu avoir ses coordonnées grâce à l'éditeur de son livre dans le Var. Et quand je lui ai téléphoné, sa femme m'a dit, pauvre monsieur, il est mort il y a quelques mois. Donc ça, c'est mon grand regret. Oui.
Oui, j'imagine un petit peu la déconvenue, parce que vous perdez une source d'inspiration, bien sûr. En dehors d'écrire vos mémoires, comment est-ce que vous organisez votre vie de retraité périgourdin vivant dans cette belle campagne? Oui, j'ai mes petits-enfants, j'ai 3 petits-enfants maintenant que je vois souvent, et puis je lis beaucoup, je suis dans les lectures et dans l'écriture, et je m'en trouve très bien, puis je trouve que le pays s'y prête, la Dordogne, on y respire un air intéressant pour l'écriture, pour la lecture, c'est tout à fait approprié. Est-ce que vous diriez qu'on vit ici dans un département où on peut retrouver la paix plus facilement qu'ailleurs, en milieu urbain par exemple? Ah oui, certainement. Le seul inconvénient, c'est que les distances sont longues, ce qu'il faut avoir une voiture et se déplacer très souvent. Mais autrement, c'est un pays où on a une atmosphère qui se prête à la réflexion, plus qu'ailleurs, et sûrement plus qu'en ville. Donc vous êtes un sage, vous êtes devenu un sage au fil des années, et maintenant vous jouissez de votre retraite dans ce milieu qui vous paraît particulièrement favorable, et tout en n'ayant jamais perdu, comme on l'a compris à travers vos propos, de vue cette nécessité pour l'être humain de réfléchir, de revenir un petit peu sur soi, d'apprendre au fil des années une certaine sagesse. Avant de nous quitter, je me demande si, en vieux coloniaux, pour évoquer le bon temps de la colonie, on ne pourrait pas, à la place de l'illustration musicale que nous faisons toujours en conclusion de ces propos, entonner quelques mesures d'une chanson célèbre que tous nos auditeurs connaissent, ou en tout cas les plus âgés d'entre eux, et qui s'appelle « Nuit de Chine ». Vous y êtes, Jean? Oui. Quand le soleil se lève à l'horizon à Saigon, les élégantes s'apprêtent et s'en vont de leur maison. À petits pas, à petits cris, au milieu des jardins fleuris, on vole les oiseaux jolis du paradis. Tendrement enlacés, se grisant de baisers, les amants deux par deux cherchent les coins ombreux. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse, où l'on croit rêver jusqu'au lever du jour. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Joli du paradis, tendrement enlacé, se grisant de baisers. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Cherche les coins ombreux, nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse, où l'on croit rêver jusqu'au lever du jour. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour.